Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, nous sommes en ce début d'année et il est temps de prendre des bonnes résolutions. On va aborder un sujet très important. Sans testament, votre couple est-il en danger? Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation passionnante avec Morgane, notaire à Paris. Je suis honoré de t'avoir à mes côtés. Bonjour Jérémy, merci à toi et à Guillaume de m'avoir invité dans votre podcast. Aujourd'hui, oui, nous allons nous plonger dans un sujet souvent évité, mais incroyablement important. L'importance du testament dans la préservation de votre relation. Aujourd'hui, vous vivez une vie heureuse avec votre partenaire ou avec votre concubin ou avec votre époux, mais avez-vous pris les mesures nécessaires pour protéger votre avenir ensemble? Le titre de cet épisode, Sans testament, votre couple est en danger, peut sembler un peu alarmant. Oui, on est d'accord, mais c'est une réalité que beaucoup ignorent. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles la planification successorale est cruciale, comment elle peut affecter votre relation et surtout, comment prendre des mesures simples pour assurer la sécurité de votre couple. Nous allons aborder déjà 3 situations, Morgane: concubinage, pax ou mariage, et donc, dans ces 3 situations, pourquoi le couple est en danger? Commençons déjà par les concubins. Alors effectivement Jérémy, peut-être qu'on doit revenir avant sur les 2 grands types de dévolution qu'il existe en droit français. On a d'un côté la dévolution légale, les dispositions qui sont prises par le droit français pour déterminer les héritiers, et on a la dévolution testamentaire, c'est-à-dire qu'une personne peut rédiger un testament et déterminer, choisir certains héritiers. Sans testament, on va appliquer les règles du droit français et le droit français ne reconnaît pas au concubin la qualité d'héritier. C'est-à-dire que sans testament, le concubin, il n'hérite pas de son compagnon ou de sa compagne. Donc sans testament, concrètement, le concubin, il est vraiment étranger au nom de la loi. Effectivement, il est étranger. Donc c'est quand même assez catastrophique. Ça veut donc dire concrètement, Morgane, que si je ne fais pas de testament et que je suis concubin, que je vis depuis 20 ans, ça ne change rien. Je suis concubin. Si je décède du jour au lendemain, ma partenaire ne touchera rien. Enfin, ma concubine ne touchera rien. Oui, c'est ça. En droit français, il n'est pas reconnu comme un héritier, ce qui veut dire qu'il est totalement évincé au jour de la succession. Ok, et ben allons-y, maintenant on a fait les concubins. Sur les partenaires, quelle est la situation pour les partenaires? Est-ce que si maintenant je suis partenaire et que je décède, ma partenaire va toucher quelque chose? Alors, pour le partenaire de Pacs, de la même manière que pour les concubins, en fait, ils ne sont pas en principe héritiers l'un de l'autre, mais il est possible d'aller au-delà des règles légales qui sont prévues par le droit français, de prévoir un testament dans lequel le testateur va instituer son concubin ou son partenaire de Pacs légataire de tout ou partie de ses biens. D'accord, Morgane, donc ça veut dire que là, si je suis concubin ou partenaire, je peux mettre ce que je veux dans le testament pour que ma partenaire reçoive les sommes, mais y a-t-il des droits de succession? Alors, il existe, comme tu le dis, Jérémy, une grande différence entre les concubins et les partenaires de Pacs. Les concubins sont considérés comme des étrangers en termes de fiscalité, ce qui veut dire que le concubin survivant sera taxé à 60% de droits, alors que le partenaire de Pacs, lui, est totalement exonéré de droits de succession, comme un conjoint. Donc c'est une grosse différence en termes de fiscalité entre le concubinage et le Pacs. Donc tu es en train de me dire concrètement que si je suis concubin ou partenaire, que ça soit depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans, si je fais un testament dans les 2 cas, dans un cas je suis exonéré, c'est le partenaire de Pacs, oui. Alors que dans l'autre cas, je suis concubin, je paye 60% de droits sur ce qu'on me donne. Oui, exactement. Ah oui, c'est quand même plutôt lourd, effectivement, donc on comprend l'intérêt du testament pour le Pacs ici. Oui, effectivement, c'est très important, ça permet de protéger un maximum son partenaire de Pacs, puisque celui-ci va recevoir les biens légués en exonération totale de fiscalité, donc c'est très protecteur et ça peut être très intéressant d'établir un testament. Eh bien, on va passer aux époux, et je pense qu'aujourd'hui, ce sont les plus protégés, mais sont-ils vraiment protégés totalement? On va savoir, avec toi, d'un point de vue légal, et puis avec testament, comment on peut faire. Voilà, exactement. Alors, déjà, ce que l'on peut commencer par dire, c'est qu'à la différence du concubin ou du partenaire de Pacs, le conjoint survivant, il a dans tous les cas une vocation légale pour recevoir une partie du patrimoine du défunt, puisqu'il est considéré comme un héritier. La part qu'il va recevoir va varier en fonction des autres héritiers avec lesquels il va venir en concours, et notamment de la présence ou de l'absence d'enfants.
Ah oui, cette présence d'enfant a une si grande importance? Oui, elle a une grande importance, effectivement, puisque dans un cas, par exemple en l'absence d'enfant, eh bien tout va dépendre du point de vue de savoir si le défunt laisse des parents. C'est-à-dire que si le défunt il laisse ses 2 parents survivants, dans ce cas-là, ils vont recevoir la moitié de la succession et l'autre moitié de la succession reviendra à l'époux survivant. S'il laisse un seul parent, dans ce cas-là, le parent survivant recueille 1/4 de la succession et le conjoint survivant va récupérer les 3 autres quarts. Et s'il ne laisse plus aucun parent, dans ce cas-là, le défunt va recueillir toute la succession, en l'absence de testament. Morgane, on a compris du coup les droits du conjoint sans enfant. Maintenant, j'aimerais savoir, avec enfant, quels sont les droits du conjoint? Alors là, on est toujours dans le cas où on n'a pas de testament. Donc si il n'y a pas de testament, dans ce cas-là, en présence d'enfants, il faut faire une distinction selon que les enfants ils sont communs ou non communs. Si les enfants sont communs, dans ce cas-là, l'époux survivant il a un choix. Soit il peut opter pour la totalité de la succession en usufruit, c'est-à-dire qu'il va avoir le droit de jouir des biens, de percevoir les revenus jusqu'à sa mort. Ou alors il peut opter pour 1/4 de la succession en pleine propriété. Et donc dans ce cas-là, les enfants, eux, vont recevoir les 3 autres quarts. Ok. Ça, c'est si les enfants sont communs, donc il y a un choix. Mais si les enfants ne sont pas communs, dans ce cas-là, on n'a plus de choix. Le conjoint survivant, il est obligé de choisir pour le quart en pleine propriété des biens. Et les enfants, ils vont recueillir, dans ce cas-là, les 3 autres quarts. D'accord, Morgane, ça peut être une terrible problématique cette chose-là, parce que mine de rien, si 1/4 va à mon beau-père ou ma belle-mère, et puis ensuite les héritiers de mon beau-père ou ma belle-mère sont ses enfants à lui-même, ça veut dire que le patrimoine de mon père biologique ou de ma mère biologique va être perdu pour moi, si je comprends bien, parce qu'il y a 1/4 qui part de l'autre côté, et donc dans l'autre famille. Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs possibilités pour justement contrer un petit peu cet effet. Et une des premières, justement, c'est d'établir un testament et de prévoir des dispositions pour pallier un petit peu ces conséquences dans son testament. Donc soit par exemple, on peut écrire dans son testament qu'on exhérède, c'est-à-dire qu'on déshérite son conjoint survivant. Comme ça, eh bien, la totalité des biens vont revenir aux enfants. Ouais, c'est un choix fort quand même là. C'est un choix qui est fort, effectivement. Soit on peut décider de modifier les options qui se présentent dans le droit français, c'est possible dans le testament. Et on peut par exemple prévoir une donation de biens à venir dans son testament, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité au conjoint survivant d'opter pour l'usufruit, même lorsqu'on a des enfants qui ne sont pas communs. Ah, mais du coup, c'est une superbe solution, parce que l'usufruit permet vraiment de retrouver la pleine propriété pour les enfants du père ou de la mère biologique. Je l'entends par rapport à ça, c'est souvent important de transmettre à ses enfants. C'est ça. Donc je sais que ça peut être d'une importance pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Effectivement, l'usufruit, c'est quand même adapté en fonction des situations qui se présentent, parce qu'elle va permettre au conjoint survivant de conserver son train de vie. Elle va lui permettre d'un point de vue fiscal aussi, c'est intéressant, puisque au final, lorsque le conjoint survivant va décéder, eh bien, les enfants qui étaient nus propriétaires, ils vont devenir plein propriétaires et sans avoir de fiscalité supplémentaire. Donc c'est une bonne option lorsque la possibilité se présente d'opter pour l'usufruit. Oui, puis là, je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner par notaire et conseiller en gestion de patrimoine. Tout à fait, puisque il faut bien étudier la composition familiale, il faut bien étudier l'étendue du patrimoine et puis les besoins de chacun. Donc c'est des choses qui se prévoient et il faut en parler avec des spécialistes, effectivement, se faire accompagner pour qu'au jour du décès, toutes les choses soient bien faites. Oui, qu'on évite une situation de catastrophe successorale. Exactement. Tu as dû en connaître, je suppose, et c'est vrai que quand tu te retrouves dans la situation où tu dois établir la succession et que c'est une catastrophe avec beaucoup d'indivisions ou beaucoup de choses compliquées, ça ne doit pas être facile à gérer. Donc je comprends le fait et le besoin de gérer et d'anticiper tout simplement sa succession. Et le testament peut en faire partie. Pour revenir au sujet du testament, on s'est un peu éloigné, mais c'est important aussi pour les auditeurs. Sur le testament, au niveau des époux, qu'est-ce que ça peut permettre? Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre 100% de notre patrimoine à un époux en présence d'enfants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, on a certains héritiers qui sont particulièrement protégés. Donc, c'est ce qu'on appelle des héritiers réservataires. C'est-à-dire qu'on a une part de la succession qui leur est réservée et qui doit leur revenir dans tous les cas. Okay. Donc, même si on décide de faire un legs universel à son conjoint survivant, c'est-à-dire de lui donner tous les biens qui composent notre patrimoine, eh bien, il y aura une part qui devra revenir aux enfants qui sont héritiers réservataires, s'ils existent. Donc, le conjoint survivant
devra leur reverser en valeur le montant de leur réserve. En fait, maintenant, on a une indemnité de réduction qui n'est plus, qui s'opère plus en nature. Elle s'opère en valeur, c'est-à-dire qu'on va déterminer, on va calculer en fonction du patrimoine la part de réserve, et puis le conjoint survivant devra leur reverser justement la contre-valeur de leur part réservataire. Ok, donc effectivement, c'est peut-être pas très conseillé de faire ça quand on a des enfants, de mettre la totalité au conjoint si on a des réserves héréditaires et surtout qu'il y a une mauvaise entente familiale. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend des aspirations de tout le monde. Si le testateur il veut uniquement donner à ses enfants la part de réserve et que le conjoint survivant peut y faire face en numéraire par exemple, dans ce cas-là pourquoi pas, mais il peut vouloir effectivement donner plus à ses enfants que la part que la loi leur réserve, et donc dans ce cas-là, il n'est pas recommandé de faire un legs universel à son conjoint survivant. Ça, c'était en présence d'enfants. Pour avantager ou pas le conjoint, est-il possible? Il y a des réserves héréditaires, donc on a compris que c'était possible, oui, mais qu'il y aurait un rattrapage au niveau des enfants s'ils exercent leurs réserves. Et puis derrière, de l'autre côté, on va parler des sans enfants. Est-ce que déjà le conjoint, est-ce qu'il est possible cette fois-ci de dire sans enfants, je veux que mon conjoint n'ait rien? On a compris qu'avec enfants, on pouvait tout mettre aux enfants et rien au conjoint. Est-ce que sans enfants, le conjoint peut également le déshériter? Alors non, Jérémy, puisque en l'absence d'enfant, le conjoint survivant, c'est lui l'héritier réservataire. Donc, c'est-à-dire que c'est à lui que la loi accorde une part du patrimoine qu'on ne pourra pas céder à quelqu'un d'autre. Il est impossible de le déshériter totalement, puisqu'il aura vocation à recevoir un quart de la succession. Donc au minimum, c'est un quart. Au minimum, un quart. Donc ça veut dire que je ne peux pas mettre la totalité à mes parents? Non. Ou à mes frères et sœurs? Non. Ok, un quart minimum sans enfants. Ou alors ils devront leur reverser le quart. Le quart, voilà. On comprend du coup, Morgane, qu'il y a des avantages déjà quand on est marié et qu'on n'a pas forcément besoin de testament. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment besoin de testament. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire si ça peut être nécessaire en fait de faire un testament, même quand on est marié? Alors, effectivement, Jérémy, même quand on est marié, il peut être intéressant de faire un testament et de prévoir des dispositions particulières pour son époux, puisqu'on a un certain nombre de droits on va pouvoir donner à son conjoint ou alors retirer à son conjoint uniquement par testament. Par exemple, par testament, il est possible de faire une libéralité à son conjoint qui aille au-delà de ce que prévoit la loi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui donner l'universalité de l'usufruit de nos biens, ou alors lui donner un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit, ou alors on peut lui donner ce que l'on appelle la quotité disponible ordinaire, c'est-à-dire la part de la succession que le testateur peut donner à n'importe qui. Donc on peut aller au-delà de ce que prévoit la loi. On peut aussi lui permettre de cantonner la libéralité qu'il reçoit. Ça veut dire quoi, cantonner? Ça va lui permettre de sélectionner uniquement une partie des biens qu'il reçoit. Donc c'est une disposition qui est intéressante, puisque ça lui permet de vraiment utiliser ce dont il a besoin au décès en fonction de son train de vie, et de redonner le reste aux autres héritiers, tout en sachant que le cantonnement, c'est pas considéré comme une donation, ce qui veut dire qu'on n'aura pas une fiscalité des droits de donation entre l'époux survivant qui cantonne et les autres héritiers qui vont recevoir du coup le reliquat qui n'a pas été conservé par le conjoint survivant. Donc ça peut être intéressant. Et autre chose aussi, c'est que par testament, le testateur, il peut décider de choisir à la place du conjoint survivant entre l'usufruit ou alors le quart en pleine propriété. Donc là, il peut imposer. Il peut imposer, c'est-à-dire que quand on a des enfants communs, comme on l'avait vu tout à l'heure, il y a le choix qui s'offre au conjoint survivant. Et le testateur, il peut très bien, dans son testament, lui-même indiquer qu'il souhaite que le conjoint survivant opte pour l'usufruit, ou alors qu'il ait en fait le quart en pleine propriété. Ok, donc on peut vraiment imposer ou enlever un choix. On peut imposer effectivement une des branches de l'option au conjoint survivant. Et autre particularité aussi, et c'est pourquoi c'est intéressant de passer par un testament, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, on peut exhérider le conjoint survivant quand on n'a pas d'enfant. Et on peut aussi décider de lui retirer les droits au logement dont il bénéficie au décès. Mais là, c'est une petite particularité, ça va nécessiter de recourir à un testament authentique. Ok, je pense que c'est bien compris sur la partie concubinage, pax, époux. Vous avez bien compris le principe, concubinage, vous êtes vraiment le moins protégé. Pax, c'est l'entre-deux, il faut faire un testament pour vraiment
se rapprocher des époux, et les époux sont les mieux protégés, et encore plus l'époux où il n'y a pas d'enfant. Si je comprends bien, c'est en classant comme ça qu'on protège encore plus l'époux sans enfant, parce qu'il a un quart dans tous les cas qui va toucher, alors qu'un époux où il y aurait des enfants pourrait être déshérité si quelqu'un le veut par testament. On est d'accord? Ouais, parfait. Et puis vous le comprenez, hein, c'est très important de faire appel dans un premier temps à un conseiller en gestion de patrimoine qui vous mettra en relation ensuite juste après avec le notaire. Et puis si vous passez par nous, forcément vous irez voir Morgane très rapidement pour travailler la partie testament. Je pense que c'est un sujet primordial. Aujourd'hui vous êtes en début d'année, on est sur la partie testament. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre des résolutions. Et aujourd'hui, que vous soyez concubin depuis 20 ans ou 30 ans, sachez que vous n'êtes pas protégé. Donc on essaye d'insister, que ça soit époux, partenaire ou concubin, la protection est importante et elle est souvent oubliée. Donc on insiste avec Morgane, on essaye de vous faire prendre conscience et on va terminer ce podcast sur plusieurs questions par rapport maintenant au testament, pour comment on fait un testament, comment on s'y prend concrètement. On va arriver à toutes ces questions, c'est un peu la deuxième partie de ce podcast. Eh bien on est parti, Morgane, on attaque la deuxième partie. Alors comment rédiger un testament concrètement? Donc il existe différents types de testaments. On a des testaments qui nécessitent de recourir à un notaire et d'autres testaments qui n'ont pas besoin d'être passés par devant notaire. Donc les deux grands types de testaments, c'est le testament holographe et le testament authentique. Le testament holographe, c'est le testament qui est fait par une personne, donc seul, sans recourir à un notaire. Il doit être écrit, daté et signé de sa main. Donc c'est un document qui doit être fait de manière manuscrite, il ne peut pas être dactylographié. L'avantage de ce type de testament, eh bien, c'est sa simplicité. Il suffit d'écrire ses dispositions de dernière volonté sur une feuille de papier. Sa gratuité aussi, puisqu'il ne nécessite pas de recourir à un expert. Son secret, puisqu'il est fait de manière individuelle. Et puis la facilité aussi de sa révocation, puisqu'il suffit de savoir où il se trouve, de le rédiger un nouveau, et puis on a un nouveau testament. Oui, alors c'est très bien ce que tu me dis là, on dirait que c'est des avantages, je dirais presque même que c'est un inconvénient, parce que si on peut le déchirer, peut-être que voilà, on peut peut-être arriver très vite à des problèmes de famille avec un testament holographe. Oui, alors effectivement, ces avantages sont aussi contrebalancés par un certain nombre d'inconvénients, et comme tu le dis, le principal inconvénient du testament holographe, c'est qu'il y a des risques de perte, il y a des risques de destruction, donc qu'elle soit volontaire ou non, et puis il y a aussi des risques d'inefficacité juridique du testament lui-même, parce que par exemple la personne peut avoir pris des dispositions sans savoir qu'elles ne pouvaient pas s'appliquer. Mais tous ces inconvénients, ils sont quand même à nuancer, puisque aujourd'hui on peut librement aller voir un notaire pour se faire conseiller sur les dispositions qu'on voudrait prendre. Et on peut aussi déposer son testament holographe chez un notaire, et ce dernier va s'assurer de sa conservation. Il va l'enregistrer au fichier central des dispositions des dernières volontés pour qu'il soit pleinement efficace au jour de l'ouverture de la succession, puisque le notaire va interroger ce fichier et donc il saura qu'il y a un testament pris en telle étude. Okay. On va passer au deuxième testament qu'il existe et qu'il est très récurrent de retrouver dans la réalité, c'est le testament authentique, c'est ça ? Effectivement, Jérémy, donc le testament authentique, c'est l'autre grand type de testament. C'est un testament qui est reçu donc par deux notaires, ou alors un notaire et deux témoins. Donc comment est-ce que ça se passe ? C'est le testateur qui dicte ses dernières volontés, le notaire l'écrit, ensuite le notaire lui en fait la lecture, et puis après la lecture, le testament il est signé par le testateur, par les notaires et les témoins éventuels. Les avantages du testament authentique, c'est qu'il a une pleine efficacité juridique puisqu'il est réalisé par un spécialiste, un notaire, qu'il n'y a aucun problème de conservation. Et le testament authentique, il est aussi obligatoire dans certains cas. Par exemple, quand on reconnaît un enfant, on est obligé de passer dans un testament authentique. Pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on veut exhéréder son conjoint survivant, donc de droit viager au logement, on est obligé de faire un testament authentique. Donc voilà, il y a un certain nombre de cas dans lesquels on est obligé de passer sur cette forme-là. Alors, c'est drôle parce que tu n'as pas du tout prêché pour ta paroisse et j'ai même envie de dire que le testament authentique permet déjà le contact avec un notaire et donc le conseil avant le testament authentique, c'est ça ? Oui, bien sûr, il y a une partie conseil. On va s'assurer avec la personne des dispositions qu'elle veut prendre et on va voir avec lui le contenu de ce qu'il souhaite mettre dans son testament. Mais en réalité, même pour le testament holographe, on conseille vraiment de se rapprocher d'un notaire. Oui, je pense de toute façon que quand on fait un testament, il est quand même préférable de passer par un notaire. Dans le sens où c'est vraiment important d'être accompagné sur ce type de disposition. Vous avez compris aussi la complexité de ce domaine, donc c'est très important d'être accompagné.
Voilà. Et donc il existe 2 autres types de testaments, mais ils sont vraiment très résiduels, donc je pense pas trop les développer, mais c'est le testament mystique et le testament international. D'accord, merci pour ces précisions. Et Morgane, du coup, maintenant qu'on a rédigé ce testament, peut-on l'annuler ou le modifier à tout moment? Alors oui, tout à fait, il est possible jusqu'à son décès de revenir sur le testament qu'on a fait. Soit on décide de le modifier, et donc auquel cas on va rédiger ce qu'on appelle un codicille, c'est une sorte d'avenant au testament qu'on a fait. Soit on veut carrément l'annuler, et donc dans ce cas-là, il est tout à fait possible de l'annuler. Soit c'est un testament holographe qu'on n'a pas conservé chez un notaire, donc on va le détruire. Soit on va revoir son notaire, et puis on va rédiger un nouveau testament avec lui, et on va bien préciser que le nouveau testament que l'on rédige, eh bien, il va révoquer tous les testaments antérieurs. J'ai une question, alors là c'est vraiment une question presque que je me pose moi-même. Aujourd'hui, si je fais un testament en date d'aujourd'hui, donc on est en début janvier, et que je fais un nouveau testament en février, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le testament de février qui marche sur le testament de janvier, si je n'ai pas dit dans le testament de février que je révoquais le premier? Eh bien, en fait, on va interpréter les dispositions de chaque testament, et donc on va voir si elles peuvent toutes les deux être efficaces, ou alors si le testament qu'on a fait en février, en fait, au final, il prend des dispositions qui sont contradictoires avec celui de janvier, et donc on va appliquer celui de février. Mais si les deux peuvent s'appliquer parce que c'est pas du tout les mêmes choses qui sont léguées, par exemple, on essayera d'appliquer les deux. De notre côté également, quand on a fait ce testament-là, je suppose aussi que toute modification à un certain âge peut être extrêmement regardée, dans le sens où il ne faudrait pas avoir des abus au dernier moment sur son lit de mort à faire un nouveau testament au dernier moment. Oui, alors effectivement, une des conditions de validité du testament, c'est qu'il faut être pleinement capable pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que plus on est âgé ou alors avec des capacités qui diminuent, dans ce cas-là, il faut peut-être mieux privilégier une forme authentique qui permet justement de s'assurer de la sécurité et de l'efficacité de ce qu'on fait. Ok, ça paraît logique aussi, encore une fois. Eh bien, merci beaucoup, Morgane, pour tes réponses et le temps que tu viens de nous accorder. Nous n'hésiterons pas à faire appel à tes services si nos clients ont besoin de rédiger un testament. On te remercie grandement. Merci à vous. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 34, le meilleur outil pour optimiser votre transmission. Ça parlera peut-être un petit peu d'assurance vie. Et puis, si vous avez apprécié ce type de contenu, encouragez-nous en mettant la note de 5 étoiles. Et puis pourquoi pas mettre un commentaire si vous avez besoin de réponses à certaines questions. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.